Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Et nous voilà abordés le dernier vol de nuit culturel de la saison 2017-2018 pour une ultime aventure qui va encore une fois réunir tous ces agitateurs et quelques acteurs de la scène culturelle et revenir par la même occasion sur les grands événements qui ont marqué cette saison culturelle 2017-2018. Une saison extrêmement et profondément riche. Nous vous l'avons prouvé encore une fois à travers l'invitation de tous ceux qui ont fait l'actualité, qu'elle soit littéraire, picturale, cinématographique, poétique, urbanistique et que sais-je encore. Alors donc justement, dernier vol de nuit qui vient vous retrouver en traversant des milliers de kilomètres chaque dimanche soir autour de 22 h sur les ondes voyageuses de Canal Algérie donc. Alors pour ce dernier numéro de Culture Club, nous avons le plaisir d'avoir avec nous sur le plateau pour la première fois, c'est un peu son baptême de feu, Leïla Ma'allem pour son premier roman, Noces en barbarie, son roman édité aux éditions Dar El Gharb. Leïla Ma'allem, bonsoir. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Alors vous avez été professeur de français, titulaire d'un doctorat des lettres modernes, vous êtes venu à l'écriture, vous avez abordé le monde des littératures sur le tard, le pourquoi du comment, surtout que vous nous invitez à revisiter, à replonger dans l'horreur, dans cette Algérie, plonger dans l'horreur, dans le sang, dans le doute, dans le questionnement, dans le délai de survie des années 90, à travers un titre assez contradictoire, sur lequel nous reviendrons un peu plus tard, je le rappelle, encore une fois, Noces en barbarie. Alors, pour justement aborder cette dernière ligne droite avant de prendre le large et revenir à partir du mois de septembre, nous avons invité sur notre plateau un autre agitateur de la scène culturelle, mais plus dans la réflexion picturale. Lui, c'est Karim Selgoua. Bonsoir. Bonsoir, Karim. Un plaisir de vous retrouver, Karim Selgoua. Partagé. Alors, beaucoup d'événements, je le disais encore une fois, ont marqué cette saison picturale 2017-2018. D'abord, cet hommage ou cette provocation comment dire déjà, de lutte contre l'oubli, provocation de rappel à cette amnésie ambiante, malheureusement, que vous avez réalisé il y a quelques mois de cela, l'espace Espaco, pour dire qu'est-ce qui s'est réellement passé dans cette Algérie tourmentée des années 90-2000 à travers la naissance, je le rappelle, de ce mouvement aujourd'hui ou de cette tendance du groupe Sebbarin. Il y a eu également d'autres tendances, d'autres espaces alternatifs comme par-ci par-là, le Box 24, que sais-je encore, les ateliers sauvages. Et puis nous reviendrons par la même occasion parce que vous-même n'allez pas réellement prendre vos vacances parce que vous provoquez des workshops qui vont se poursuivre. Qui ont commencé ce matin, justement, qui vont se poursuivre jusqu'au 12 du mois en cours, toujours à l'Espaco. Alors, donc, toutes les grandes expositions, les tendances, le nouveau souffle, les mouvements qui ont marqué, qui ont jalonné cette année, donc 2017-2018, nous en parlerons tout au long de l'émission. Merci d'être avec nous, Karim Selgoua. Alors, troisième invitée pour la rencontre de ce soir, elle est également plurielle, elle est écrivaine, elle est auteure, elle est poétesse. Nous avons eu du plaisir à la recevoir à plusieurs reprises, du moins à chaque fois qu'elle a été d'actualité. Elle, c'est Nadia Sebki, bonsoir. Bonsoir Karim. Merci d'être là, ma chère amie. Alors, les sanglots de Césarée, c'était vous. Un amour silencieux, c'est également vous. J'espère que vous ne serez pas silencieuse sur les grands événements qui ont marqué cette année. Sous le voile de mon âme, c'était également vous. Faut-il rappeler à nos téléspectateurs, vous êtes également la directrice de la revue Livresque, qui a énormément travaillé, qui a énormément donné pendant cette saison littéraire 2017-2018. Effectivement, oui. Voilà. Oui. Alors avec vous, on va revenir sur beaucoup de choses, des thématiques ou des événements comme le vivre ensemble, par exemple, les escales littéraires, les prix des escales littéraires qui ont disparu malheureusement l'année dernière, mais qui reviennent exactement à partir du mois d'octobre, si mes souvenirs sont bons, mais également Heure du livre, qui est organisée à un vol d'oiseau d'ici, à l'OREF, donc de Riyad El-Fetha. En partenariat avec Livresque. Exactement. Donc vous aurez certainement remarqué que la rencontre de ce soir, pour ce dernier numéro de la saison, est assez, enfin le nombre d'invités est assez réduit parce que nous la voulions tout simplement assez intime. Questions, réactions et suggestions sur, je le rappelle, notre adresse cultureclub@entv.dz. Leïla Ma'allem, bonsoir. Bonsoir. Voilà un roman que peut-être ceux qui nous regardent ce soir mettront dans leur bagage avant de partir en vacances. Donc, Noces en barbarie, votre roman, je le rappelle, aux éditions Dar El Gharb. Un roman, je vous le disais au sommaire de l'émission, qui nous renvoie vers cette Algérie tourmentée une décennie noire et rouge, comme le dit si bien Leïla Aslaoui, une Algérie
terrible, hein, nourrie par la violence pratiquement au quotidien. Oui. Pourquoi revenir sur cette thématique? Est-ce que, comment dire, la littérature ne s'est pas encore emparée de ce drame, de cette guerre fratricide, pour y revenir aujourd'hui avec juste une forme de distanciation? La littérature s'est d'abord préoccupée de la guerre d'Algérie, donc elle était entièrement axée sur cette période. Et moi, j'ai abordé donc la décennie noire parce que il est sûr que personne en Algérie n'est sorti indemne de cette période. Tout le monde a été marqué dans sa chair, dans son environnement. Et voilà, et j'ai voulu... Une forme de thérapie, de catharsis, hein. Tout à fait, j'ai voulu créer une petite histoire d'amour romanesque. Petite, n'exagérant rien. Oui. Hein. Pratiquement 400 pages dans lesquelles on est dans une forme de huis clos entre 4 personnages qui se racontent en fin de compte, qui racontent cette Algérie terrible, où la folie s'est emparée de l'esprit des hommes. Absolument, où on a été confronté à la barbarie sanglante, à l'horreur, et voilà. Et j'ai voulu montrer que, en fait, l'amour est plus fort que tout et qu'il peut, comme on dit, dépasser la haine, dépasser les clivages, et voilà, et nous réconcilier avec nous-mêmes et avec les autres. Donc la réconciliation et cette forme de résilience également dont nous parlons depuis quelque temps. Oui, de reconstruction, c'est nécessaire, c'est une thérapie et il fallait en passer par là. Alors, le titre en lui-même, donc Noces en barbarie aux éditions Dar el-Gharb, qui a marqué encore une fois cette saison livresque 2017-2018. Le titre est assez provocateur et assez contradictoire. Quand on parle de noces, on parle d'amour, on parle de bonheur. Alors, mais quand il est question de barbarie, c'est tout le contraire. Comment peut-on réellement dialoguer? Que peut l'amour contre la mort, Leïla Ma'alem? Eh bien, écoutez, là, ce sont deux personnages que tout oppose ou que tout opposait, qui ont été confrontés à des différents, à un mode de pensée complètement à l'opposé l'un de l'autre, et qu'on a vu se rapprocher donc au cœur même de la barbarie. Attention, on ne va pas tout raconter, hein. Non. Attention, Parce que nous, on ne nous raconte jamais la fin. Voilà. On suscite la curiosité, on pousse justement ceux qui nous regardent d'aller pousser la porte de leur libraire pour acheter votre ouvrage. Voilà, j'ai donc pris en main le syndrome de Stockholm, comme on dit, et je l'ai traité. Voilà. À travers 4 personnages, pas de seulement personnages. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'au départ, nous allons à la rencontre de votre héroïne qui s'appelle donc Isma, qui est étudiante en médecine. Le père est pharmacien. Il a versé dans l'industrie, bien sûr, donc très à l'aise. Nous allons également à la rencontre de sa cousine, qui n'est autre que Faiza, qui elle aussi est un personnage assez particulier sur lequel nous reviendrons un peu plus tard. Il y a également... Après, on va revenir sur les hommes. On va revenir, bien sûr, sur... Elle a subi, elle n'a pas arrêté de subir. Jusqu'à souhaiter sa mort. Absolument. À un moment donné, elle a souhaité sa mort, hein, parce qu'elle est devenue l'objet sexuel dans les maquis. Ben oui. Voilà. C'est ce qu'on appelle les tournantes. Tout à fait, exactement ça. Et puis, on va à la rencontre de Djali, le fiancé de Isma. Qui n'a pas eu un sort enviable, lui. C'est juste terrible ce qu'il a eu à subir. Hein. Mais il fallait s'y attendre. Tout à fait, exactement ça. Voilà. Et puis, on va revenir à 2 personnages qui ont habité de la première à la dernière page votre roman, que je vous conseille vivement. Noces, je le rappelle, en barbarie aux éditions Dar el-Gharb, c'est Ali El-Ousted, c'est le chef terroriste. Absolument, l'émir. Exactement, c'est l'émir. Alors, toute l'histoire commence par ce faux barrage qui arrête ces 3 jeunes, donc Isma, Faiza et Jalil. Voilà. Ils sont enlevés. Et ils sont gardés en otage un temps. Voilà, chacun des 3 ayant eu une destinée différente dans les maquis. Voilà, qui raconte réellement cette Algérie tourmentée, hein, cette Algérie violentée, sanguinaire, terrible. Hein. Oui, c'est l'horreur. C'est vraiment l'homme dans la démesure et dans l'horreur. On voit ce dont est capable l'homme et ça nous donne froid. Voilà, ça donne froid dans le dos. Quand on voit de quoi il est capable. Oui, tout à fait. Mais à un moment donné, je me suis dit, pourquoi nous a-t-elle réellement
on est dans une forme de huis clos. C'est ce que je vous disais bien avant le début de l'enregistrement de ce dernier numéro de la saison. Même si on est dans le maquis, mais il y a eu ce huis clos dans lequel vous avez entraîné vos deux personnages, Ousted Ali, mais également Isma. Comment peut-on réellement tomber amoureux d'un bourreau sanguinaire, Leïla Ma'alem, dans cette Algérie terriblement terrible? Vous parliez du syndrome de Stockholm, il y a seulement quelques secondes. Oui, ben écoutez... Alors que tous les opposés, hein. Ils étaient aux antipodes l'un de l'autre. Mais bon, comme ce sont quand même deux êtres issus de bonnes familles, eh bien, ils ont fini par se rapprocher, par se découvrir, par se révéler l'un à l'autre. Dans le conflit, dans la confrontation. Dans la confrontation, c'est ça, ces deux personnages passionnés qui ont des idées, qui ont la conviction de leurs idées et qui ont fini, l'un découvrant les qualités de l'autre, par se rapprocher, par aimer l'autre. Voilà. Et là, vous me renvoyez, sans pour autant faire de la comparaison, cela dit en passant, vous me renvoyez vers un auteur que j'ai eu du plaisir à recevoir ici même à la fin des années 90, sur ce même plateau, ça pour vous dire, ça ne rajeunit guère l'animateur que je suis. C'est Yasmina Khadra qui a commis un ouvrage qui a pour titre, si mes souvenirs sont bons, À quoi rêvent les loups? Comment est-ce qu'un jeune homme, beau comme un dieu grec, est devenu un chef terroriste? C'est aussi la question que je me suis posée à la lecture de votre ouvrage, hein, L'os en barbarie. Comment est-ce que Oustez Jalel, beau, intelligent, issu d'une bonne famille, a sombré dans l'horreur? C'est à la suite, bien sûr, de l'injustice et de la spoliation dont ont été victimes ses parents, sa famille. Et donc, il a versé dans ce qu'on appelle l'intégrisme, croyant que ça allait apporter le bonheur à tout le monde. Voilà, et la justice. Alors que ça a été tout. Erreur. Très, très grosse erreur. Son frère... Tout à fait. L'a payé de sa vie aussi. Exactement. Ça, on ne peut pas tout raconter. C'est un roman polyphonique. Hein. Oui. Oui. Il y a des drames tout au long du livre. Il y a des drames qui ont touché les protagonistes. Et voilà. Et on découvre deux êtres quand même intéressants qui tombent follement amoureux l'un de l'autre. L'un de l'autre. Hein. Alors, Isma, cette étudiante en médecine, donc... devient, j'allais pratiquement dire, la muse de ce chef terroriste, alors que sa cousine Faiza passe d'un... Elle est dans les grottes. C'est juste terrible ce qu'elle avait à subir. Je vous le disais à l'instant, jusqu'à souhaiter sa disparition, parce qu'elle a été à plusieurs reprises mariée de force, ce fameux mariage dont on parle dans les maquis, elle a été abusée. Le fiancé de Isma, Jalil, voilà. Tout à fait, il le dit. Alors, vous écrivez à la page 21, je vous cite, Leïla Ma'alem, Jalil implore, suant d'une peur paroxystique. Il écrit serrant les dents pour ne pas les laisser claquer. Mon père est très riche, c'est un industriel. Et si vous me relâchez, je vous offrirai beaucoup d'argent. Je vous promets, je vous donne son numéro de téléphone. Et vous avez l'adresse sur mes papiers. On vous aidera au maximum en vous fournissant en vivres et en matériel. Alors, il a plaidé pour sa vie. Tout à fait, il lui dit, si tu veux nous aider, le mieux c'est de rejoindre, c'est te joindre à aux soldats de Dieu, on te formera, on te donnera une Kalachnikov et tu participeras à nos opérations. Ainsi, si tu meurs au combat, tu seras un shahid et tu auras ta place au paradis, car nous luttons pour la bonne cause, la seule qui compte. C'était leur discours. C'était leur discours. Mais juste à un moment donné, là, vous nous donnez à écouter la voix de votre héroïne, qui disait, juste après lui, elle disait... Tu divagues, frère. Instaurer l'islam, tu es très en retard. Cela fait près de 15 siècles que nous sommes musulmans. Reprends donc justement Isma. Je le suis profondément et avec conviction. Ma foi est inébranlable, à l'instar de mes parents et de mes ancêtres. Nous pratiquons avec ferveur, même pendant la colonisation. La foi est quelque chose de personnel, une affaire entre Dieu et moi. Et toi, tu n'as rien à y faire. Chacun sera enterré dans sa propre tombe pour affronter le jugement dernier. Ah oui, là, elle prend la parole. Et elle arrache la parole. Oui, elle libère la parole et elle les défie en fait, elle les provoque. Mais elle a raison. Ce sont des gens qui prétendent vouloir nous apprendre l'islam, nous islamiser. Mais nous le sommes depuis près de 15 siècles. Donc c'est pas nouveau. On n'attend pas que des barbares viennent nous dire comment faire la prière, comment être musulman. Donc, et tout le long, elle est comme ça, elle s'oppose, elle se révolte. Mais elle n'arrête pas, hein. Oui, elle est dans une forme de violence verbale. Hein. Oui, alors que la peur et l'angoisse est là,
Elle a peur, mais elle ne veut pas laisser paraître cette peur. Et c'est pour ça qu'elle le défie. Et vous avez vu l'épisode aussi des cheveux? Ah non, ça c'est presque... C'est violent. Attendez, mais c'est aussi presque une preuve d'amour. Hein. Lorsqu'il lui demande de se voiler les cheveux, oui. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle se rase le crâne. Ben oui, puisque c'est l'objet du délit. Tout à fait. Il veut que, eh bien, il n'y a plus de cheveux. Je n'ai plus de raison Elle se rase la tête. Je n'ai plus de raison de mettre un foulard. Voilà, lui, il lui impose le foulard et elle, non. Elle refuse ce dictat du pater familias. Comme à un moment donné, il lui a demandé d'enlever son jean voilà, pour mettre une robe ample. C'est une femme moderne. Voilà, plus moderne que jamais. Il y a cette confrontation permanente entre donc cet émir qui lui dicte les normes, qui lui rappelle les normes, et elle qui les rejette, qui les refuse et qui refuse de se plier. Mais ils étaient dans un débat permanent. Hein. Je crois que c'est c'est leur différence qui les a le plus rapprochés. Absolument. Mais c'est dans ces conflits qu'ils se sont révélés l'un à l'autre, qu'ils ont découvert donc au fond, au tréfonds, en filigrane, des êtres meilleurs que ce qu'il donne à voir. Alors, Ousted Ali, ce chef terroriste, comme votre personnage Isma et comme Jalil, et puis d'autres, encore une fois, de votre roman Noces de barbarie, je vous le conseille vivement, n'était en quête que d'un amour, que d'une forme de sérénité. Tout à fait. Tout simplement. La preuve, ça l'a, comme on dit, ça l'a épanoui, il a découvert qu'il y a autre chose en dehors de la violence et qu'il y a de belles choses, et entre autres le sentiment amoureux. Voilà. Et alors, à un moment donné, il lui dit, parce qu'il est toujours dans la confrontation, presque parfois même dans l'insulte. Hein. Voilà, à un moment donné, il lui dit, mesure tes paroles, femme, n'abuse pas de ma patience, conseille-t-il d'une voix presque éteinte, sans varier sa posture. Tu es en train de m'insulter, de me traiter de chien, c'est plus que je ne puis supporter. Si j'étais un bandit, un homme sans foi, sans honneur, tu ne seras plus là à m'injurier, ton sort aurait été autre et peu enviable. Elle lui dit, il lui dit, pardon, je t'ai ménagé pourtant en usant d'euphémismes. Tu es pire que cela, indigne, abject. C'est sa réponse à elle. Hein. Oui. Voilà, tu fais honte à ceux qui t'ont donné la vie et qui ont certainement rêvé de faire de toi un homme respectable. Je ne sais si je dois les plaindre ou les blâmer de n'avoir pas su ou pu t'éduquer, en ce sens, insiste-t-elle, encore plus venimeuse, passons outre la menace. Ne parle pas de mes parents, surtout pas, martèle-t-il, les mâchoires serrées, irritées, ce qui le fait enfin pivoter pour faire face à l'attaque verbale. Là, tu insultes mes parents qui ne sont plus de ce monde. Oui. Elle est virulente, elle l'insulte, elle le sort, elle le pousse dans ses retranchements, elle fait sortir de ses gonds, mais il cède, il recule, il lâche du terrain. Et je pense qu'elle a le dessus, elle prend le dessus sur lui. Mais à un moment donné, elle se laisse aller, parce qu'elle lui montre un peu ses fêlures et ses blessures, ses doutes, ses questionnements et voire même ses peurs. Parce qu'à un moment donné, elle lui dit « Tout ce que tu m'offriras, fût-ce les trésors du roi Salomon, n'excusera pas ton forfait, ni te disculpera à mes yeux, c'est trop de mal. J'ai une famille, des frères, un fiancé qui sont sans doute morts d'inquiétude depuis ma disparition. J'ai des études à terminer, un travail à assurer, des malades à suivre. Est-ce que cela ne compte pas ?» s'écrie-t-elle avec une voix qui se veut moins hargneuse, mais traversée par une inflexion douloureuse. Oui. Ses yeux sont bu au bord des larmes qu'elle refoule non sans peine, tout en ravalant un énorme sanglot qui prend forme comme une vague roule, se gonfle, grossit en se nourrissant des remous de la mer avant de noyer la rive. C'est trop d'épreuves et d'émotions pour elle depuis que sa vie a basculé dans le cauchemar, depuis que sa vie a basculé dans l'horreur. Elle est séquestrée dans une maison avec un homme, un inconnu, qui pourtant la respecte. Ce à quoi on ne s'attendait pas, parce que c'est un fils de bonne famille. Il l'a respecté jusqu'au bout. Donc, contrairement aux barbares, à ces sbires qui sont dans les grottes, dans les maquis, et qui n'ont eu aucun égard, aucun respect pour la cousine. Voilà, donc c'est là qu'on voit quand même les fêlures, l'émotion de l'un et de l'autre et la compréhension. Qui ne s'avoue pas. Non. Qui ne s'avoue pas. Non, mais on Chez nous, on ne dit jamais je t'aime. Jamais, il y a la pudeur. Le maître mot, la pudeur. Oui. Mais je vous vois presque ému, Nadia Sepré, à l'écoute de cette... Je disais, l'auteur, quand il a écrit ce livre, il a eu presque de la compassion pour cet être abject. Attendez, mais vous avez beau l'excuser, c'est un être mais c'est ce que je vous disais, c'est ce que je vous disais bien avant le début de l'émission. Je vous dis,
on excuserait presque Oustad Ali. Presque, Oui. presque. Elle l'humanise, Voilà. alors qu'il est inhumain. Vous faites comme Hannah Arendt, quand elle, la banalité du mal, Oui. où elle comprend l'acte abject. Et là, vous faites la même chose. Mais il y a toujours une part de bonté dans Je ne l'être peux pas humain. écrire cela, moi. Il ne Moi, peut c'est- pas c'est- être moi, foncièrement mauvais ou je ne pourrais complètement pas. Moi, bon. le bourreau, c'est le bourreau définitivement. Et j'admire un petit peu ce que vous faites. Oui, mais il y parce a- que moi, je suis et qu'est-ce que dans vous- les sanglots de Tout Césarée, à fait. par exemple. C'est pour ça que je vous ai posé. Les sanglots de Césarée, l'être abject, pour moi, c'est Et définitivement le repentir. de l'abjection. Il n'y a pas C'est à un monstre repentir. tout court. Je ne comprends pas. oui. Non, il n'y a pas de repentir. Ça, c'est Non, il y en a probablement qui dans se l'au-delà Il y en a qu'il qui va y se avoir. rachètent. Il y en a qui se rachètent. Et lui s'est C'est- racheté déjà du fait qu'il respecte son otage. Il ne l'a pas sali, il ne l'a pas souillé, il ne l'a pas agressé. Et au contraire, vous verrez dans le livre, il l'a comblé. Vous allez voir ce qu'il lui ramène de la ville quand il revient, juste pour lui plaire. Et puis, il est victime aussi. Il est victime Non, d'un mais contexte. voilà, on l'humaniserait Lui presque, aussi. comme vous le dites tellement bien, parce que tenez-vous bien, Ali, à un moment donné, s'absente. À un moment donné, il s'absente. Ah oui. Donc, il la laisse. Voilà, Avec ses enfermé. hommes, justement. Et tenez-vous bien, voilà ce qu'elle écrit dans son roman que nous sommes venus vous proposer ce soir, pour celles qui viendraient tout juste de prendre nos émissions en cours, pour ce dernier vol de nuit de la saison culturelle 2017-2018, Leila Ma'alem, son barbarie, son roman paru aux éditions donc, Dar al-Gharb. Vous écrivez, Ali s'absente 2 jours, la mort dans l'âme, l'esprit occupé par Isma, resté seul, isolé, loin de cette montagne perdue. Il sait qu'il tient ces hommes et qu'ils le craignent, mais il n'en est pas moins inquiet. Sait-on jamais avec les gueux, de surcroît souvent jeunes, immatures et sans éducation. Accompagnés de 2 combattants armés de pistolets automatiques, ils se rendent à Oran en taxi collectif après qu'ils eurent localisé la pharmacie de Mustapha, le père de leur otage. Donc cette Esma l'habite, le hante. Complètement. Et elle l'a habité jusqu'à la fin. Oui, et il tient à la préserver quand même. Hein. C'est son otage, elle est sa monnaie d'échange, mais il ne lui veut pas de mal. Il veut qu'elle reste en vie, qu'elle ne soit pas agressée par ses sbires, par ses acolytes. Alors, vraiment, on se poserait la question, pour ceux qui n'auraient pas encore eu l'ouvrage entre les mains, est-ce qu'on ne serait pas réellement dans l'empire des sens Pourquoi pas? entre Esma et Oustad Ali? C'est une relation étrange. Moi, je l'ai presque qualifié de contre-nature. Oui. Improbable, oui. Ça ne devait pas être ainsi. C'est chose impossible. Complètement. C'est un roman, c'est de la romance. Oh, on se pose parfois la question. Hein. C'est pour ça qu'il y a Quand de on la revient à ces compassion chez témoignages. vous. Absolument. Vous avez vraiment, oui. vous avez J'ai de la versé dans sympathie pour lui. La sympathie, la compassion, vous l'avez Absolument. humanisé. Or, c'est un ogre, c'est Oui, l'ogre vraiment. mais C'est le mal on personnifié. l'a jeté dans ce camp-là, celui des barbares, Ouais. bah, en spoliant ses parents, en leur enlevant tous leurs biens. Et voilà, il pensait que ça Je ça pense qu'il y a irait beaucoup mieux. d'écrivains, Karim, qui ont écrit dans ce sens, mais avec le temps, donc ça fait quand même un moment qu'on a dépassé un peu cette décennie noire. On arrive Mais elle nous à habite, écrire- hein, il y a- Elle nous habite, mais Oui, elle c'est- arrive c'est- à écrire avec du recul. Moi, quand je l'avais écrit pendant le Ah oui, terrorisme, donc c'était un peu après. c'était catégorique Ah oui, pour moi. c'est- Le il y a mal le était camp d'un du côté mal, oui. et le bien était de l'autre côté. Oui. Et le bourreau, je ne pouvais jamais lui donner, ne serait-ce qu'un iota Une once. d'humain. Une once D'humain. d'humanisme, Il n'y a, ouais. pas d'humain Oui. chez lui. Il est mécanique, il est robot, il est le mal Incarné, sur Terre. Quoi. absolument, Mais absolument. pendant le mal, Oui. on a écrit cela. Oui. Mais peut-être vous, avec le recul, avec des années Oui, parce qu'on a vu en arrière, après, on oui, peut, voilà, on ce peut qui les... s'est passé, oui. Vous avez travaillé sur des témoignages de victimes, sur... Non, juste les journaux, les informations, les nouvelles, l'actualité du moment. On voyait tout ce qui se passait. Pourquoi je vous parlais à l'instant de cet empire des sens? Vous nous poussez à nous poser réellement cette question à la page Mais 359. la littérature, c'est ça, c'est pousser le lecteur à se poser des questions. Tout à fait. Alors justement. vous écrivez, c'est comme s'ils avaient tous deux été emportés par un cataclysme trop puissant et ravageur pour qu'ils puissent lui résister. 2 êtres pantelants, éblouis par la fulgurance de leur passion, non pas insoupçonnés, mais combattus par la raison, niés par les principes moraux. Cette passion nourrie par la promiscuité de leur étroite cohabitation, par leur caractère entier, fougueux, exacerbé
par les interdits et par les fantasmes entretenus par leurs fréquentes querelles, se développer à leur insu, tapis dans les méandres psychologiques de leur personnalité complexe, prête à exploser, une fascination mutuelle s'opérer insidieusement. Encore abasourdie, Ali sort des silences de son être, répète et insiste « Je souhaite que tu ne sois rien moins que mon épouse. Je sais que mes chances de vivre longtemps sont hypothétiques et quasi nulles. Oui. » Voilà une déclaration d'amour. Oui. Il ne pouvait plus se retenir à un moment donné. Absolument. Il est devenu fou d'amour pour elle parce qu'il a vu combien il avait des préjugés. Et justement, notre société est bâtie sur des préjugés, des fantasmes aussi. On est dans les fantasmes. Les tabous, les interdits, voilà. Et il découvre une fille musulmane qui pratique, et ce n'est pas parce qu'elle porte un jean ou étudiante en médecine brillante, voilà, issue d'une famille que c'est une mécréante. Ouais. Oui, et donc, et cet amour s'est développé à leur insu. Eux-mêmes ont été étonnés de son éclosion. À un moment donné, vous parlez de séisme. Ah oui, complètement. Parler d'un séisme de 9 sur l'échelle de Richter ouverte. Hein. Donc vous avez vu l'épisode quand il sort au clair de lune et qu'il se verse de l'eau Exactement. Eh ben, c'est ça. Vous les avez secoués, mais d'une façon très, très violente. Même leur amour est violent. Absolument, oui. Oui. Et pourtant, la cousine, à un moment donné, elle revient, elle la revoit. Et c'est lui qui la sauve. Oh, vous avez tout pratiquement tout. Voilà, elle est clémente avec ce... Elle est clémente. Il est beau, il est sympathique. Non, mais, il a commis. Il l'a regretté, et puis il l'a payé dans sa chair. Il l'a payé. Voilà, donc on peut lui accorder la rédemption. Oh là là, c'est vraiment... Alors, on sent l'émotion dans le regard de... Non, il n'y a pas d'émotion chez elle. Il n'y a pas à négocier avec le mal, non. Moi, je négocie pas avec le mal. Il s'est racheté, il l'a payé dans sa chair. Dans sa conscience, il s'isole de l'humanité. Oui. Parce qu'à un moment donné, Faiza, sa cousine, à un moment donné, Faiza revient. On est presque à la fin. Hein. Oui. Faiza revient et... Elle ne revient pas comme ça. Tout à fait, non, mais on rencontre Faiza et Isma. Hein. Elles se parlent. À un moment donné, Faiza lui dit... Elle se retrouve et elle dit, donc à sa cousine, elle lui dit « Ma peau vomit d'avoir été souillée par leurs mains sales. Mon ventre saigne d'avoir été profané. Mes yeux sont atteints de cécité d'avoir vu trop de choses affreuses. Je ne sais plus parler pour avoir été confrontée à l'indicible. Je suis une moribonde et la mort est la bienvenue. Je ne mérite plus de vivre. Je n'en ai plus envie. J'ai déjà trop vécu et consommé ma vie. » Ah oui, elle a tout, on lui a tout fait, elle a tout vu et voilà, ça y est, elle arrivait au bout de sa vie. Elle n'attendait plus rien de la vie. Alors, est-ce que c'est... Alors, Ousted Ali, le chef terroriste, va retrouver sa dulcinée, je le rappelle, Isma. Est-ce qu'ils vont réellement vivre leur amour, partir dans un monde meilleur? Ça, vous le saurez à la lecture de l'ouvrage, je le rappelle, encore une fois, de Leila Ma'alem. Une histoire d'amour, voilà. Plus de 400 pages où vous nous racontez... Mais qui se lisent facilement. Très facilement. C'est pour ça que nous voulions réellement vous proposer cette dernière escale culturelle. Beaucoup. Personnellement, mais je trouve par contre que la fin est assez... presque hollywoodienne. Inattendu. Non, je ne vais pas vous la raconter. Il l'a bien raconté, il l'a bien lu. Oui. J'étais séduite par ça. Karim, il a ce talent de bien lire et de bien raconter le livre des autres. Et alors qu'on a la mauvaise réputation de ne pas lire les livres. Hein. C'est ce qu'on dit. Mais alors, enfin, je veux dire, la fin est assez... dure. Elle est très dure, mais elle ressemble à la vie. La vie est dure. C'est juste... La vie n'est pas rose, pas toujours. Oui. Il faut s'attendre à tout, à tous les coups. En tout cas, vous nous donnez tout cet amour pour nous basculer dans le tréfonds de l'enfer. Oui, de l'âme humaine, tout simplement. Il faut savoir la sonder et trouver ce qui est bien et bon en elle. Il n'y a pas que du mauvais. Oui, c'est merveilleux. Surtout quand on a affaire à des enfants de bonnes familles qui ont quand même un passé, une éducation... Voilà, il en reste toujours quelque chose. Et Karim, dans la couverture, je vois une rose d'amour et une main de sang. Ouais. Et la noirceur de la vie ou la noirceur la couverture. Il l'a couverte de cadeaux à sa dulcinée et de roses. Mais un tapis tout à fait. de roses. Ouais.
Voilà. Fantasme, en tout cas. Alors, J'ai envie de vous lire. On veut rêver, tout simplement. On sait que ça n'existe pas. L'amour, la mort, la violence, Ah oui, l'empire des sens, tout ça habite de la première à la dernière page, le premier roman de Leila Ma'alem, je le rappelle encore une fois, Noces en Qui ne sera barbarie. pas le dernier. Je J'en ai l'espère. un en gestation. Non, non, mais J'en ai un en gestation. Où est-ce que qui vous allez en nous fin emmener de- cette fois-ci Ah, je vous le dis, Allez, allez-y, je vous révèle un petit peu. avec un grand plaisir. Alors c'est un enfant qui a été enlevé, un nourrisson qui a été enlevé lors de bombardements, parce que là je vais le terminer, ça y est, du temps de la Révolution, par un officier de l'armée qui n'a pas d'enfant, qui était marié, qui n'a pas d'enfant. Donc il enlève ce petit, croyant des bras de sa mère qui était en sang, et il l'emmène en France, et il l'éduque, il l'élève, et voilà. Et plus tard, l'enfant découvre, c'est un garçon, beau comme un dieu, comme vous dites, qui découvre ses origines, parce que sa mère, à sa mort, lui révèle. Et voilà. En tout cas, Et il revient vous sur serez les certainement ici, sur ce même plateau, J'espère. dès la parution de J'espère qu'il me votre faudra ouvrage. trouver un éditeur. Voilà, parce que vous me disiez, pour l'édition, c'est le chemin de croix. Oui, c'est pas presque. facile. Quand on est à Oran, on n'a pas un grand choix. Ouais. Il faut être Mais là l'Algérie sur est place. grande, ma chère amie. Oui, bien sûr, mais bon, Ouais. oui, mais il faut se bouger, il faut se déplacer. En tout cas, vous avez prouvé que vous aviez réellement vous avez le don et le génie d'une bonne Oh là là. auteure. Et là, vous me nous l'avez flattez. prouvé. C'est la raison pour laquelle nous voulions, par la même Merci. occasion, vous donner de la visibilité. Merci Écoutez un autre beaucoup. discours, Oui. Leila Ma'alem. Alors, je voulais dire qu'il y a une vente dédicace le samedi 7 juillet à la librairie El Mahmoud, au Front de Mer, 30, boulevard du Front de Mer, à Oran. Eh ben, très bien, c'est dit. Allez-y. Questions, réactions et suggestions, je le rappelle encore une fois, sur notre adresse cultureclub@entv.dz. Karim Selgoua, bonsoir. Bonsoir. Alors, l'année a été longue, l'année a été, nourrie de rencontres humaines et artistiques. Elle a été intense, vous me disiez, pour la préparation de cette émission. On a eu beaucoup de choses qui se sont passées les années précédentes, mais celle-ci, en particulier 2017-2018, a été très riche, justement, en événements. Mais avant de rebondir sur l'actualité et ce qui va, entre autres, se passer pour le mois de juillet et le mois d'août, les années 90, en ce qui concerne, pour le plasticien que vous êtes, vous avez énormément travaillé, énormément produit, que cela soit en Algérie, mais également hors de nos frontières. Vous, comme beaucoup d'autres plasticiens, ont porté la voix de l'Algérie, cette Algérie qu'on disait meurtrie à sang et à feu, et artistiquement parlant, vous teniez un autre discours, sans démagogie aucune. Non, sans démagogie aucune. On a essayé d'aller partout dans le monde et de dire qu'il y a une Algérie qui Lors des bouge. biennales, lors des rencontres Lors des internationales. rencontres, des expositions, des expositions même individuelles, des voyages touristiques. C'est qu'on a passé la décennie, on a passé à voyager et à aller dire qu'il y a une Algérie qui bouge. qu'il y a une Porté par la Algérie fondation Asla, à un moment donné. Avec Anissa Asla, la Rahma, qui était à la tête de la fondation jusqu'en 2000. Et on a essayé même au Festival de Cannes, en 98, on était là-bas et avec plein d'artistes et on a dit qu'il y avait une Algérie qui bouge et qui vit. Qui pensait, qui réfléchissait, voilà, qui produisait. même après les massacres et tout. Donc nous on a eu cette occasion, disons en parenthèse, de travailler dans tous les lieux où il y a eu des massacres, justement avec les enfants victimes du terrorisme, les familles victimes du terrorisme. Et on en a vécu, on a organisé même à l'école des rencontres comme ça sur les victimes du terrorisme. Et on en a entendu, c'est-à-dire des histoires comme ça, des témoignages. comme raconte Madame Ma'alem, des témoignages vivants. Il y en a eu et je suis un peu de l'avis de Nadia. Moi, je suis contre contre plein de choses. Je ne peux pas oublier, ce qui s'est passé. Et je ne sais pas comment, même avec du recul, trouver une forme de résilience, de pardon, oui, de reconstruction. Oui, le pardon va être très difficile. On va pardonner, mais ça va être très difficile. C'est au détriment de plein de choses. Moi, je connais plein d'amis de ce moment-là qui sont très malades actuellement et je ne sais pas pourquoi. Ils ont presque tous les mêmes maladies. Et voilà, c'est des gens qui ont souffert mentalement, physiquement. Les traumatismes Les traumatismes sont énormes. Et voilà, donc il faudrait qu'on y travaille sérieusement sur ce... Mais la littérature a dû justement approcher ces traumatismes de cette guerre de libération nationale dont parlait... Non, mais attendez, justement, la littérature l'a approché, la littérature a, a restitué
recycler ces douleurs terribles. Hein. Oui. Mais en matière de l'art pictural, la peinture, a-t-elle réellement, je ne dirais pas résolu, non, pas du tout, pas le moindre du monde, mais a-t-elle réellement restitué cette part douloureuse de notre histoire récente? Si, il y a une partie des plasticiens ou des peintres qui travaillent sur ça, qui n'ont jamais arrêté de travailler sur ça. Les expressionnistes, un peu, je ne vais pas citer de nom, mais il y en a plein qui travaillent toujours sur cette période-là qui nous a marqué. Il ne faut pas oublier que même à l'école des Beaux-Arts, on a été touché directement par l'assassinat du directeur au sein même de l'école. Donc la plaque de l'école porte le nom du directeur qui s'est mentionné, qu'il a été assassiné le 5 mars 1994 avec son fils. Donc on est inscrit dans ça, on est inscrit dans ce combat-là contre l'oubli, et notre façon à nous est picturale, mais on contribue énormément justement avec des poètes ou avec des hommes de lettres, en leur proposant des couvertures, en leur proposant des illustrations, en leur proposant des images. Moi, tout à l'heure, je t'entendais parler, moi je voyais des images. Hein. Le texte, c'est vrai que je l'écoutais avec beaucoup de trucs, mais je voyais plein d'images aussi que j'ai vues, réelles, quoi. Donc je voyais plein de choses, et ça m'a un peu emporté, un peu ému. Mais je veux rester aussi un peu stoïque, un peu. Mais c'est ce qui a peut-être provoqué cette rencontre pendant cette année 2017-2018 qui s'est tenue il y a quelques mois à l'espace Espaco. Je rappelle, oui, encore une fois, vous vouliez à tout jamais restituer, comment dire, certaines vérités concernant la naissance et le passage, la création du groupe, j'allais dire Hachem, désolé, mais parce que vous êtes aussi habité par le signe. Hein. Oui. Voilà. Et donc le groupe Sébarine qui a marqué à tout jamais l'histoire de la peinture des années 90 et des années 2000. Oui. Pourquoi cette, comment dire, parce qu'il fallait à un certain moment s'asseoir et raconter des choses. J'étais fatigué moi-même et mes amis d'entendre des dires incroyables sur le groupe, sur les artistes qui forment le groupe et tout. Et il fallait à un certain moment s'arrêter, organiser une rencontre, et on n'a pas tout dit. Mais attendez, mais rendre hommage, faut-il le dire, parce que ceux qui nous regardent n'ont peut-être pas approché, ils n'ont pas connu votre groupe. Oui, bien sûr. Je rappelle Karim Selgoua, Jawdet Gessouma, Khira Slimani, Amar Boras, Nordin Farouchi, Zobir Hellel et surtout Nordin Farouchi, qui évolue aujourd'hui, à qui nous souhaitons un prompt rétablissement, qui est très malade. Tout à fait. Et on espère qu'il va mieux, quoi. Voilà. Donc il fallait nous arrêter, il fallait. Je vous cache pas, les gens avaient peur, ils ont dit ouais, peut-être qu'il va pas avoir du monde. Il y a eu un monde. Je crois que vous étiez venus. J'en témoigne. Ouais, la rencontre était très conviviale, mais très sérieuse, et avec. Il y avait beaucoup d'émotions aussi. Beaucoup d'émotions, énormément d'émotions. Ouais, parce que beaucoup de gens ont disparu. Oui, beaucoup de gens ont disparu. On parlait d'un moment où les gens travaillaient sans aucun moyen, où ils étaient là ils n'avaient que la peinture et le graphisme à leur. Et on parlait aussi d'un passage, 90-2000, donc c'était un peu important. Transitoire, une période transitoire. Et charnière aussi. Charnière, oui, très importante. Le groupe existe toujours individuellement, tout le monde continue à travailler à sa façon. Le côté militant du groupe existe toujours. On espère peut-être revenir. La lutte contre le joli, entre parenthèses. Ah oui, contre la culture du beau et le joli et la culture dans votre manifeste unique. Oui, c'est dans le manifeste. C'est clair qu'on dénonce la culture unique, la culture du beau. Ouais. Ils ont tout détenu. Voilà. Donc, juste avec un peu de distance, parce qu'on parlait avec Laila Ma'alem d'avoir pris presque 15 ans, 16 ans pour raconter cette histoire algérienne tourmentée des années 90. Vous, en ce qui concerne, vous parliez de vous étiez l'entre-deux, cette agonie continue et cet espoir qui se dessinait au début des années 2000. Qu'est-ce que vous avez réellement retenu de cette expérience et cette formation de groupe, je le rappelle encore une fois, Sébarine? Oh, énormément. Tu me connais très bien, Karim. Moi, j'aime travailler en groupe, j'aime le partage, j'aime le collectif. Le collectif, j'aime cette façon de travailler parce que on devient une force, mais ce n'est pas dans le sens force. Oui, on est là en groupe, on va être fort, musclé. Non, c'est dans le sens où il y a beaucoup de partage, où on se corrige mutuellement, mais on avance bien. Mais avance. Mais tous venus d'horizons divers. Bien sûr. Vous avez une vision
sont presque diamétralement opposés l'un de l'autre. Hein. Oui, et c'est ce qui a, je pense, fait votre plastique. force. Oui, le côté plastique, oui, bien sûr. On vient de l'École supérieure des Beaux-Arts d'Alger. Qui vous a réuni à un moment donné, oui, dans la même école, mais le parcours est différent, l'approche, les techniques de travail étaient différentes. On était aussi tous membres de la Fondation Asla, faut pas oublier. On était tous membres du bureau de la Fondation Asla avec Anissa Asla. Donc c'est aussi ça les non-dits encore qu'on n'a pas encore expliqué. Et pourquoi la naissance du groupe juste après la mort d'Anissa Asla? Pourquoi notre retrait de la Fondation Asla? Tout ça, bon, fait que... Et on a créé une association. Jusqu'à présent, j'attends l'agrément, bien sûr. Hein. Anissa Culture Action, entre guillemets, mémoire. Donc on m'a suggéré d'enlever les guillemets, d'enlever mémoire, et j'aurai l'agrément. Donc ça, c'est des grandes questions. Moi, je veux pas. J'ai été élu président de cette association. Comment est-ce que vous expliquez, comment dire, vous êtes, comment dire, vous avez approché le monde de la peinture il y a un peu plus de 30 ans, mais je voudrais juste revenir sur la naissance et la disparition, entre parenthèses, du groupe donc Sebarin, à travers juste quelques expositions. On peut les compter sur les doigts d'une seule main, 5 ou 6. 5 ou 6 avec des catalogues, des expositions sérieuses. Mais comment est-ce que vous êtes réellement arrivé aujourd'hui à attirer l'attention sur vous, à vous faire inviter un petit peu partout dans le monde? Aujourd'hui, à même se poser des questions, comme cela fut le cas dans les années 60 et 70. Il y a des thèses, il y a des thèses de magistère, des thèses de doctorat sur nous, à Strasbourg, à Paris, à travers à Marseille. Juste 5 à 6 expositions, Karim Selgoua. Expliquez-moi. Exactement, 7 expositions en Algérie et 4 en France pendant d'ailleurs les dernières en France, c'était pendant l'année d'Algérie en France. Pourquoi? Parce qu'il y a du sérieux, il y a du texte, on a laissé des traces, il y a une réflexion, des catalogues, il y a une réflexion, il y a des concepts. On est tous diplômés d'une école supérieure et quelques-uns diplômés de grandes écoles françaises telles que Nordine et Zoubir. Et on a tous dans nos bagages une expérience plastique assez importante, dans certains, une expérience journalistique, telle que Djawdat Gassouma, Ammar Bourras, qui était un très bon photographe. Et voilà, donc il y avait toute cette expérience qu'on mettait au service des jeunes créateurs. Et c'est vrai qu'on était très estimés, très suivis. On avait un... Très critiqué aussi. Très critiqué, mais ça ne me dérangeait pas parce que ça nous permettait d'avancer. On est bien placé pour le savoir. Oui, hein. Oui. On a eu la première expo, l'Expo Zéro, c'était à Timimoun, c'était pendant le festival de Cannes Junior, qui se passait à Timimoun avec Chouir qui était président et donc qui était aussi, il y avait la présidence d'honneur, présidente d'honneur c'était Sharon Stone, donc il y a eu même ces choses-là qui étaient épicées, c'est-à-dire que être reconnu comme ça et par la suite on a eu des demandes de partout dans le monde. Je parle d'Allemagne, d'Espagne, d'Italie, mais on a surtout axé notre travail à nos recherches par rapport à 2003, par rapport à l'année d'Algérie en France, dans des lieux que nous avons choisis et où nous voulions dire des choses. Et on a terminé à Marseille par un grand événement. Karim Selgoua, on se pose également aujourd'hui la question, en matière de cinématographie, en matière de littérature, on arrive réellement à l'approcher et à raconter, à écrire cette histoire. Mais il y a, je pense, vous avoir déjà posé la question bien avant le début de l'émission de ce soir, il y a une forme d'amnésie ambiante concernant l'écriture de cette histoire picturale. Oui. Comment est-ce que vous l'expliquez? Ça, je ne le comprends pas. La disparition par la même occasion ou la non-existence, même si c'est très dur, de maisons d'édition entièrement consacrées aux beaux livres comme aux livres d'art. Cette histoire picturale algérienne de l'indépendance, ou du moins bien avant l'indépendance à aujourd'hui, qu'attend-on réellement aujourd'hui pour la restituer et l'écrire, même si les critiques d'art, entre parenthèses, on peut malheureusement les compter sur les doigts d'une seule main. Même la presse spécialisée, les gens pour eux c'est quelque chose de juste comme ça, une peinture c'est fait pour décorer. On est réellement dans ça aujourd'hui en 2018, on est réellement dans ça. Il y a un petit retour quand même. Il y a eu des comme Mauguin, il y a eu comme Berzakh aussi, on fait des choses sur... Il y a eu un très beau travail sur Ammar Bourras et le conte, c'est ça. J'ai oublié l'autre nom de le conte, le beau livre qui parle des anges, quelque chose comme ça. Et Ammar Bourras a fait toute l'illustration et tout, c'était superbe dans une expo à France Fanon, Riyad Fateh. Il y a eu des travaux le livre de Denis Martinez avec Nono Saadi aussi qui raconte des choses à l'intérieur, qui non seulement la vie de Martinez, mais il raconte aussi un peu le côté un peu d'histoire. Il y a des livres, je pense. Denis Martinez, peintre algérien. Et vous me permettez par la même occasion de saluer la mémoire de Nordine Saadi qui devait être des nôtres ici pendant le Salon international du livre et qui nous a quittés une dizaine de jours après, comme un autre artiste également qui a fait le bonheur du grand curieux que je suis, qui nous a
a quittés également il y a quelques mois. J'avais un travail avec C'est Hamid Ali Bouassida qui a écrit 5 dans les yeux de Satan, qui a obtenu le prix Mohamed Dib. Oui, il nous a quittés cette année. Il a entre autres commis un autre roman que je conseille ceux qui nous regardent aux éditions de l'Harmattan qui s'appelle La dernière carte. Et cet auteur a joué sa dernière carte en tirant sa référence. Mais on va revenir, si vous le permettez, parce qu'il nous reste moins de 20 minutes avant la fin de la rencontre de ce soir. Question-réaction. Donc, cultureclub@untv.dz, les grands événements qui ont marqué cette saison, ils sont très nombreux. On va en retenir quelques-uns, si vous le permettez. Mais tu sais pourquoi ils sont très nombreux? Parce qu'il y a de nouveaux lieux qui ont ouvert. Nouveaux espaces. Il y a Singalerie, il y a les ateliers sauvages, bien sûr. Il y a aussi l'ESPACO, l'espace d'art contemporain de Dalaria. Il y a ISU 98. Oui, il y a ISU 98, il y a le Box 24, il y a Aïda, il y a la galerie Aïda, il y a... Mais est-ce que tous ces espaces répondent réellement aujourd'hui? C'est entre autres une question que nous posent nos téléspectateurs. Est-ce que ces espaces-là répondent aujourd'hui, vous en tant que plasticien, aux exigences, à la demande, aux imaginaires de plus en plus féconds de la jeune génération? Oui. Oui, Singalerie et les ateliers sauvages en priorité répondent vraiment à la demande des jeunes créateurs. Et il y a aussi Espaco. Écoutez, ce matin, j'ai débuté un atelier avec un financement énorme donné par Madame la directrice. Sans pour cela qu'il y ait un sponsor, sans pour cela... C'est un travail de mécène magnifique. L'une des rares mécènes de la culture. Oui, c'est extraordinaire. Alors, les gens qui oui, viennent, mais le mécénat est une chose, si vous le permettez. Oui. Le mécénat est une chose, mais... la création, comme le disait récemment dans la presse le ministre de la Culture, M. Azdine Mehoubi, il faudrait réellement aujourd'hui penser sérieusement à la création du marché de l'art. Comment peut-on réellement aujourd'hui parler et créer un marché de l'art? Ça ne vient pas comme ça. Non, ça ne vient pas comme ça. C'est un parcours, c'est une réflexion, ce sont des opérations que nous devons impérativement, à laquelle nous devons impérativement réfléchir longuement. Et l'État doit impérativement, je pense, et ça n'engage que l'animateur que je suis, et réellement, pas subvenir, mais soutenir la cause culturelle. Non, il faut que le marché de l'art, il fallait que c'est l'État lui-même, le premier acheteur, le premier qui a à soutenir les artistes, c'est l'État. Alors, avec tous les lieux qu'il a, les institutions qu'il a, il peut acheter tout le monde à des prix raisonnables et tout. Il y a des ambassades, des institutions, les moyens de transport, les bateaux, comme avant, dans les années 60, 70, les bateaux, les avions d'Air Algérie, il y avait des peintres qui exposaient. Mais est-ce que vous ne pensez pas que l'organisation du Printemps des Arts essayer de répondre, de tracer la voie à la création des marchés d'art? C'est une première chez nous. Oui, on y a cru. 175. Il y a eu 1% de vente. Ah, d'accord. Oui, il n'y a rien eu. Il y a eu même des promesses d'achat, mais il n'y a rien eu. On y a cru jusqu'au bout. Mais voilà. Donc, 2 événements sur lesquels nous reviendrons, si vous le permettez, très rapidement, avant de donner la parole à notre 3e invité. Je le rappelle encore une fois, Nadia Sapri, et je le disais au sommaire de l'émission, si nous avons décidé, nous pouvions inviter une quinzaine de personnes sur ce plateau, mais c'est une dernière que nous voulions un peu intime et intimiste. Il y a d'abord une exposition qui vous a marqué, à savoir, je le rappelle encore une fois, l'expo de design, la 2e édition, qui s'est tenue donc au MAMA, au Musée d'Art Moderne et Contemporain d'Alger. Et aux ateliers sauvages pour les conférences. Bien sûr, avec Wassila Tamzali, porté par Wassila Tamzali, mais il y a aussi le commissaire, c'était Ferry El Serham aussi. Excellent travail. En tant qu'architecte designer. Franchement, chapeau, avec un commissaire qui travaille. Un vrai commissaire. Oui, son budget, oui. Il y a également le Symposium des Arts qui s'est tenu à Mostaganem. Oui. Et j'avais oublié l'expo de famille. C'est quoi l'expo de famille? L'expo de famille, je t'avais invité, tu n'avais pas le temps justement pour venir. On voit avec nos enregistrements, une nombre de... Et j'ai fait une expo de famille, toute ma famille, on a tous fait les Beaux-Arts, donc il y a eu ma femme, ma fille, ma belle-sœur avec l'atelier Soupçon d'Art et Djouda Gassouma. Donc on a exposé, on a fait une expo de famille qui a ramené énormément de monde chez Bouffée d'Art et ça s'est très bien passé. Voilà. Donc, alors pour résumer, donc justement cette année picturale 2017-2018, Kadem Sergoua. Franchement, pour résumer, encore une fois, avec tellement de problèmes, mais avec tellement de choses très positives, avec la découverte de jeunes créateurs magnifiques. On a un potentiel de jeunes créateurs qui sont partout dans le monde, qui nous ramènent des prix assez importants, des prix dans tous les sens, et qui se vantent très bien aussi, et qu'il faut absolument travailler avec cette jeune création et lui faire encore confiance, quoi. Voilà. Cette jeune création a été presque dans l'obligation de s'exiler pour avoir de la visibilité, pour être entendue, pour être comprise. Oui.
Oui, malheureusement, c'est ça. Malheureusement, elle a été obligée de s'exiler. Maintenant, quelques managers européens, j'allais dire quelques loups dans le domaine plastique, sont en train de venir s'investir avec les jeunes créateurs marocains, algériens et tunisiens, maghrébins. Et c'est tant mieux pour eux. Hein. Et ils sont en train de faire un travail assez important avec eux à travers le monde. Mais la peinture aussi de la diaspora, il ne faut pas oublier, hein, les Yazidoulab, les Adel Smed, oui, il ne faut pas oublier ces gens-là qui sont en train de faire, Zine Psdira, qui sont en train de faire du très très bon travail, quoi. Mais qui reviennent souvent également. Qui reviennent souvent, oui. Pour exposer et donner à voir leurs univers. Mustafa Sedjal aussi, oui. Exactement. Voilà. Donc je vous le disais, dernière escale culturelle de cette saison 2017-2018. Question-réaction cultureclub@1tv.dz. Rebonsoir Nadia Sepri, je le rappelle, auteure, écrivaine, poète, directrice de Livresque. C'est une année qui a été également très, comment dire, marquée par la découverte de jeunes auteurs, la création parfois même de nouvelles maisons d'édition. Mais on va revenir avec vous sur 3 événements. D'abord, l'organisation à partir du mois d'octobre d'Escale littéraire, qui, je le disais, qui a disparu donc l'année dernière par faute de financement, je pense. L'heure du livre que vous avez avec certains donc provoqué pour parler de littérature, pour inviter donc justement les auteurs, les écrivains et provoquer avec eux de débats. Toujours, je le disais, la confrontation d'idées, la confrontation du moi pour le grand curieux que je suis n'est pas synonyme de violence, tout au contraire. Vous aurez certainement remarqué pendant toute l'année, nous avons ramené des dizaines et des dizaines, nous avons organisé des dizaines de plateaux où nous étions réellement dans la confrontation, mais dans l'enrichissement des idées, dans les discours qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, des voix et des personnages qu'on n'a pas non plus l'habitude de voir. En littérature aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a réellement le plus marqué? Vous qui êtes en contact permanent avec les jeunes plumes, avec les plumes, comment dire, les monstres sacrés de la littérature algérienne, en matière de poésie, en matière de littérature. On est réellement aujourd'hui dans quoi, Nadia Sepri, même si mes questions sont plurielles. Il y a plusieurs questions en même temps. Plusieurs questions et des réponses dans les questions. Karim, en fait, moi je veux revenir un petit peu sur ce qu'il a dit, Karim Sergoua, parce qu'il a parlé d'un brassage de l'art, de cette visibilité qui commence à se faire à l'étranger, et puis tous ces lieux qu'il a évoqués. En littérature, ça se passe de la même façon quand il y a les bonnes volontés. Quand la volonté, elle est là pour un petit peu donner la visibilité à des auteurs, des jeunes plumes, la littérature classique, la littérature contemporaine, de femmes engagées, pas engagées, presque politique, en fait. Mais est-ce que l'engagement aujourd'hui a un sens en 2018? Non, c'est pas ça la question, Karim. Il y a des livres qui font bouger un peu la scène culturelle algérienne. Il y a beaucoup de bonnes choses qui sont là, qui sont sur la table. Maintenant, qu'allons-nous faire de cela? Est-ce qu'il y a la relève? Est-ce qu'on est dans la bonne direction? Ou alors on est dans quelque chose, des agitateurs dans tous les sens, et puis on n'en gardera rien. Moi, ce que je peux dire pour la littérature, il y a la relève. Il y a aussi des librairies qui risquent de fermer. Comme le cas qui risquent de fermer, non, qui ne reçoivent même pas un client par jour, par semaine, voire par quinzaine. Alors que les loyers sont de plus en plus ça a été là un petit peu le lancement de Heure de Livre. Il fallait, d'abord Heure du Livre, ça se passe à l'office Riyad El Fath. C'est un endroit magnifique. C'est 2 musées de l'Algérie. C'est toute la symbolique de l'Algérie qui est là avec ce monument. Vous avez la baie d'Alger et pourtant... c'est la déchéance. Et pourtant, c'est le désert. La culture n'est pas là. Donc, nous avons décidé... Vous avez investi les lieux. On a investi les lieux parce qu'il y a des gens qui disent, moi, si j'achète un roman, je ne vais pas partir à Riyad El Fath pour acheter un livre. À la limite, il ne se passe rien à Riyad El Fath. Donc, on avait décidé, dans une bonne entente, une bonne équipe, que ce soit l'OREF, le magazine Livresque et la librairie La Renaissance, de faire un travail commun et d'inviter un samedi sur 3 des écrivains, des poètes, des danseurs, et surtout ça a été des ateliers d'écriture. Donc nous avons reçu beaucoup de jeunes qui ont voulu écouter un peu les écrivains, ce qu'ils peuvent penser de l'écriture, et se lancer dans l'écriture. Donc le pari était là. Ce projet artistique? C'est organisé, d'abord ça a été organisé par l'office Riyad El Fath, en partenariat dans la programmation et dans tout le travail que Livresque connaît, parce que
nous sommes en contact permanent avec les auteurs, nous sommes en contact permanent avec les plasticiens, avec les poètes, avec les agitateurs de l'art. Et donc, nous avons voulu donner à cet espace presque, entre guillemets, à l'agonie, nous avons voulu lui donner une âme, convier les personnes. Vous avez un magnifique cercle France Fanon, et pourtant, il est vide. Donc, nous avons voulu faire un samedi sur 3. Ça a été pour ce qui était Heure de Livre. Maintenant, si j'ai envie Après presque 3 mois d'organisation, oui, un petit bilan à faire. 14 avril, hein, je pense. Le 14 avril, donc 2 jours avant la journée du savoir, puisque cette journée a été dédiée à Siad Djebar, et à l'occasion de la bibliothèque de Tipaza qui était baptisée Assia Djebar. Donc nous avons voulu un peu évoquer Assia Djebar parce que Assia Djebar aussi c'est aussi un legs littéraire algérien. Sur laquelle vous avez souvent travaillé. Je prépare même un essai autour d'Assia Djebar parce que j'ai fait des conférences même sur le plan international. Un peu même un numéro spécial livresque consacré à Assia Djebar. Donc voilà, le magazine livresque aussi a donné 2 unes à Assia Djebar, 2 dossiers à Assia Djebar. Et moi, j'ai fait un travail, puisque je l'ai évoqué en Autriche, en Allemagne, un peu partout en France. Et là, j'ai dit, il est temps un petit peu de récolter tous ces travaux et de faire un ouvrage. Et de les restituer. Donc, il va sortir aussi l'an prochain. Ça, c'est donc pour, je le rappelle, plutôt l'heure du livre. L'heure du livre. D'un côté, donc, après le magazine livresque, il y a un point que vous vouliez évoquer, vous me le disiez. Je voulais évoquer, Karim, le travail de livresque, version papier, mais version forum littéraire. Ce forum littéraire était en partenariat avec des Espagnols, avec des Anglais, avec des Allemands, avec des langues étrangères. Qui était très sensible à la question littéraire en Algérie. Puisque en 2015, nous allons organiser le fameux FIRA, le Forum international du roman Algérie, où nous avions convié donc les hispanophones, les germanophones, les anglophones, pour que notre littérature, une bonne fois pour toutes, soit visible vers l'exportation et vers la traduction. Donc voilà, Livresque n'est pas qu'un simple magazine à lire, c'est un travail aussi sur les manquements de la littérature en Algérie. Et puisque Livresque était invité aussi en 2015 pour un symposium en Autriche, l'équipe du magazine et puis l'ambassade d'Autriche, nous avons décidé aussi d'organiser fin 2017 un dialogue des cultures. Dialogue des cultures, on a convié la musique, les arts plastiques, la littérature, les enfants, parce qu'aujourd'hui, Livresque travaille énormément sur la traduction. Des langues les plus parlées dans le monde. Ce n'est pas la traduction amazigh, arabe, français, ça, je pense qu'on a dépassé ça. On laisse les spécialistes travailler sur cela. Même s'il y a un grand travail à faire aujourd'hui. Il y a un grand travail. Ce sont des thématiques que nous avons également très souvent provoquées ici. Hein, mais vraiment, il faut sur faire le travail absolument des 3 langues, d'une langue à une autre. Arabe, français, amazigh. De ce qui est maîtrisé en Algérie. Livresque, en tout cas, essaye de travailler sur la langue espagnole, la langue allemande et la langue anglaise pour que nos livres soient... Parce que votre livre a été traduit en allemand, je pense. Voilà, mon livre, la danse du jasmin, a été traduit en allemand. Mais c'est pas pour mon livre, c'est pour la littérature algérienne, pour donner... Mais est-ce que ça va suivre ? Hélas, non. Vous parliez à l'instant de dialogue de culture, donc justement, et de vivre ensemble. À travers la montée de l'extrême droite aujourd'hui, les frontières qui se referment, la violence qui secoue le monde un petit peu partout, même si l'Occident a essayé de nous imposer cette vision des printemps arabes, alors qu'on est réellement dans le chaos, comme le disait si bien Rachid Boujedra, que nous avons reçu ici même pendant l'année 2016-2017. Qu'est-ce qu'il évoque pour vous, le vivre ensemble, aujourd'hui en Algérie, Nadia Sapri ? D'abord, c'est une très très bonne initiative que l'Algérie prêche ça. Et entre guillemets, j'emploie le mot prêche parce que nous sommes des bons prêcheurs. Donc l'Algérie prêche le vivre ensemble en paix. Vraiment, non seulement je l'appuie, mais j'ai envie d'abord que que ce travail se fasse à notre niveau. Au niveau des sociétés algériennes, au niveau des cultures algériennes, parce qu'il y a un travail énorme à faire dans la société, dans la culture. Je disais tout à l'heure au commencement de mon intervention, il ne suffit pas de voir tous ces agitateurs pour dire que l'Algérie se porte bien. Nous sommes plus que jamais vigilants
pour que notre culture plurielle algérienne, dans les arts, dans la littérature, dans la poésie, puisse enfin émerger. Parce qu'il n'y a que la littérature, il n'y a que les arts plastiques, il n'y a que les musées qui peuvent donner à cette Algérie le souffle pour que nous n'ayons plus ces gens qui partent à l'étranger et être des grands là-bas sans qu'ils soient reconnus surtout ici. par la même occasion, si vous me permettez, pour revenir à l'ouvrage de Leila Ma'alem, quand elle nous parle de cette Algérie tourmentée des années 90, que parfois le ventre de la bête est encore fécond. Ça, il ne faut pas, vous parliez à l'instant de vigilance. Absolument. Donc justement, ça, il ne faut pas Quand on voit la société encore hein. parler des choses artificielles, parce que j'ai eu l'occasion aussi de faire une interview avec Chir Bentounès, qui lui, c'est grâce à lui, il y a eu ce vivre ensemble qui a été voté par l'ONU et tous les pays du monde l'ont voté, même les États-Unis et la Corée du Nord qui étaient en bisbille à cette époque, ils l'ont signé le 8 décembre 2016 et l'Algérie aujourd'hui, elle le fête chaque 16 mai. Et cette fois-ci, il y a eu beaucoup d'actions. Mais moi, je ne veux pas que ça reste dans la théorie. Je veux que ça reste dans les sociétés, dans nos quartiers, dans nos bibliothèques et dans les quartiers les plus délabrés. Il faut qu'il y ait de la culture. Il faut qu'il y ait ces peintres-là, la chanson, la musique. Mais c'est ce que nous faisons chaque semaine, ma chère amie. C'est pas suffisant. Ici même. C'est ce que fait l'Ivresse. Oh, exactement. Donc nous dialoguons ensemble. Un ouvrage ou deux ouvrages à proposer à nos téléspectateurs, un autre ouvrage peut-être à mettre dans ses bagages Karim, très rapidement. Avant l'ouvrage, j'aimerais bien dire que Hors du livre, donc ça a démarré le 14 mai, on termine le 5 juillet et le 5 juillet, on aura le plaisir de recevoir Amin Zawi avec Kamel Bouchama. Ouais. Nous avons reçu hier Hamid Green et Mohamed Sari. Nous avons reçu dans les précédents événements, donc on a eu du Hamsadji, on a eu des chanteurs, des musiciens, Johar Ramhiz, Leila Hamouten. En fait, il y a eu un brassage culturel, mais je vous assure que c'est pas suffisant. Vraiment, il faut multiplier encore et toujours il faut que ça soit toutes ces actions sur l'ensemble du territoire national. Il faut que ça soit appuyé par la tutelle. La tutelle, il faut qu'elle écoute définitivement les gens qui tirent la sonnette d'alarme. Il suffit pas de faire comme ça. Producteurs de sens. Tout à l'heure, j'écoutais Karim Sergoua, j'ai dit, mon Dieu, si après Karim Sergoua, il ne va pas y avoir la relève, ça veut dire quoi? Tout ce qu'on a fait, ça va partir comme ça. Et c'est pareil pour ce travail de livresque avec l'équipe, avec cette coopération, que ce soit avec l'Autriche ou l'Allemagne, ou les Anglais ou les Espagnols. S'il n'y a pas cette relève, si la tutelle ne va pas écouter définitivement par des oreilles bien ouvertes, écoutez, on va faire du bruit après, on disparaît. Un ouvrage ou deux, très rapidement. Pauvres cheveux. Oui, Pauvres cheveux, Linda Schuiten, elle a été très très fofolle dans la satire. Non, elle était dans une nouvelle approche qu'on a l'habitude de lire. Moi, je l'aime beaucoup. Elle sera certainement des nôtres à partir de la rentrée. Dans son talent et son humilité, vraiment. Linda Schuiten je crois qu'elle est anglophone. Voilà, elle enseigne la littérature en langue anglaise et puis elle a osé. Et vous me disiez, elle se raconte à travers des cheveux. Des personnages capillaires. Un cheveu qui tombe dans la soupe et voilà. Là... C'est fou, mais c'est bien raconté. Très bien. Donc, Linda Schuiten, un deuxième ouvrage. Qu'est-ce que j'ai en tête? Mon Dieu, il y en a beaucoup. Qui vous ont le plus marqué? Oui, pourquoi pas Clandestine d'hier de Hamid Green, oui. Ouais. Moi, j'ai aimé. Ça vous parle? Ça me parle, oui. Bentalha, il a fait un travail sur Bentalha, ma foi, oui. Ça valait le détour, oui. Ouais. Un troisième ouvrage, qu'est-ce que je pourrais vous rajouter? Je n'ai plus en tête. Oui, Amin Zawi, qu'on va recevoir prochainement. Son dernier ouvrage, très osé, comme d'habitude. Il ose. Il ose et ça lui va. Non, mais édité chez Balzac, si mes souvenirs sont bons. Oui, et Serpent à plume. Oui, attendez, mais quand j'ai eu la première fois, il y a un peu plus de 17 ans, quand je l'ai approché pour la première fois, ici même sur un plateau de la télévision, j'ai eu du plaisir à l'écouter parce qu'à travers ces discours, la femme n'a plus honte de ses désirs, de ses plaisirs, de ses fantasmes. Il y a une jouissance littéraire extraordinaire et poétique où l'enfant est toujours là, tapis dans l'ombre. D'ailleurs, on va la voir le 5 juillet avec Bouchama. Et aujourd'hui, Amin Zawi, ce que j'aime chez lui, c'est le féministe.
Ce que la femme n'ose pas dire, lui, il ose dire. Il a souvent dit ici, l'homme est une femme qui s'ignore, Karim Amiti. Et ça, c'est freudien, exactement. Moi, je l'aime beaucoup. J'ai une très bonne expérience avec lui dans les années 90, peut-être 95. Bon, on est dans la même période. Algérie Littérature Action. Je ne sais pas si tu te rappelles du Bien livre sûr. assez imposant. On l'a eu tout à nous deux. Donc lui avec beaucoup de textes et moi avec beaucoup d'images. Il a beaucoup aidé la littérature. Moi, je crois que c'est lui qui m'a donné une petite assurance à l'époque où, quand j'étais... Non, il a libéré la femme. Ah oui, oui. Mais franchement, dans le texte, tu as écrit un livre, libéré la femme. tu te débrouilles pour nous parler. Moi, j'étais morte. Et le lieu, la Bibliothèque nationale, quand il était sur place, on a organisé énormément de choses. Je parle des plasticiens déjà, des rencontres, des expos. Oui. Des cafés littéraires. Et on a Koubania aussi, puisqu'on a évoqué... il était avec nous pas plus tard que la semaine dernière, Jawdat Kessouma. Oui. Voilà. Il a fait un après son voyage à Cuba, je pense, à travers les tropiques du cancer, si mes souvenirs, encore une fois, sont bons. Voilà, c'est pratiquement la fin de l'aventure de ce soir. Quelques ouvrages que je suis venu vous offrir. Peut-être que vous mettrez à partir de demain dans vos bagages pour partir en voyage, parce que ce soir, c'est le dernier vol de nuit de la saison culturelle 2017-2018, celui de Leila Ma'allem, Noces en Barbarie. Je le rappelle, son premier roman, paru aux éditions Dar al-Gharb, où il est question d'amour, de violence, de haine, de vie, de mort, de naissance et de renaissance. Je ne vous en dirai pas plus. Poussez la porte de votre libraire et achetez son roman. Leila Ma'allem, le voici. Donc, c'est un coup de cœur que j'ai eu, avec lequel je voulais finir cette saison avec vous, culturelle 2017-2018. Des livres, toujours et encore. Une autre auteure que nous aurons certainement le plaisir d'avoir ici même à la rentrée. Elle s'appelle Samira Merbah. Oui, je ris quand je lis d'abord le titre seulement du livre. Confession d'un écrivain patenté. C'est aux éditions Casbah. Je vous lis juste un petit passage, peut-être que cela vous donnera envie d'aller l'acheter. Elle écrit « Je m'étonne moi-même. Je parviens à me délecter en lisant mes textes. C'est inouï. Serait-ce un sursaut d'égocentrisme qui rejaillit? Grand point d'interrogation. Aucune idée. Je comprends simplement que les écrivains qui ne parviennent pas à décrocher de la correction de leurs manuscrits ont un regrettable défaut. Ils ne sont pas suffisamment égocentriques et n'ont pas assez de confiance en eux-mêmes. » Voilà, donc, confession d'un écrivain patenté de Samira Merbah. Je le rappelle, c'est aux éditions Casbah. Ça vient tout juste de sortir. Livraison livresque, toujours et encore. Samira Belaïdi, ça s'appelle L'impossible oubli. Et d'ici, j'imagine votre regard interrogateur. Et vous devez vous dire, mais de quoi il s'agit? Eh bien, vous le saurez en revenant ici même, pousser la porte de notre atelier de réflexion à partir du mois de septembre. Nous avons eu du plaisir à le recevoir ici même il y a quelques mois. Et là, il est de retour. Il est insatiable en matière de littérature et de poésie. Il s'appelle Hamid Larbi. Lettres sans l'ombre, c'est de la poésie, préfacée par Al-Sri Metref avec des caricatures de notre Gyps national que nous avons eu le plaisir de recevoir ici même. C'est aux éditions APIC. APIC qui vous offre un peu de poésie dans ce monde de brut à travers Issa Merlo. Ça s'appelle La solitude de l'or. Ça, je vous le conseille vivement. C'est aux éditions APIC. APIC qui vous offre un troisième ouvrage entièrement consacré aux envolées lyriques. Ça s'appelle Marcher loin sous les nuages de Cécile Oumhani, toujours aux éditions APIC. Un ouvrage qui a, entre autres, marqué le grand curieux que je suis, celui de Tawfiq Belfadel, qu'on a eu du plaisir à recevoir ici même. Ça s'appelle Sisyphe en Algérie, peut-être un clin d'œil à Albert Camus. Allez savoir, c'est aux éditions Samar. Habité par la poésie, par la mer et par la femme, lui également était d'actualité. Il sera aussi certainement de passage, si Dieu nous prête vie, à partir du mois de septembre. Zahri Lapter, Hizia, princesse d'amour des Ibans aux éditions El Ibriz. Cette dernière production a fait couler beaucoup d'encre également dans la presse nationale. Le dernier ouvrage de Mohamed Magani, L'année miraculeuse, c'est un roman paru aux éditions Shihab. On a eu aussi du plaisir à les recevoir sur ce plateau. Yamili Robalou et Saleha Mekrez. Ça s'appelle Paroles intérieures. Elle me disait, c'est aux éditions ANEP, elle me disait ici même, passer, discuter avec vous, c'est une véritable thérapie et on approche l'écriture d'une autre façon. Merci encore une fois. Akli Tadjer, le retour, peut-être qu'il fait partie peut-être du prix Esca littéraire. La vérité attendra l'aurore. C'est aux éditions Casbah, c'est sa dernière production. J'imagine que c'est un ouvrage dont, du moins le titre, va
émouvoir notre troisième invité qui n'est autre que, je vous le rappelle encore une fois, notre amie Nadia Sepri. Un jour, ma mère reviendra. C'est aux éditions Dar Khattab. C'est un ouvrage de Rabia Al-Hashmi, je vous le conseille. Cette fois-ci, ce sont des entretiens, Jean Moulin et Aben Ramdan. C'est de l'histoire pour la jeune génération de Khairdine et Madad Boudia. Ça s'appelle Excuses d'outre-tombe. C'est un ouvrage que je conseille vivement. Un troisième coup de cœur pour ce soir, toujours aux éditions APIC. Allez, l'avant-dernier pour La Route. Elle était de passage ici même sur ce plateau il y a quelques mois pour parler de violence et de guerre, tout ce qui se passe dans le monde arabe, en Libye, en Syrie. C'est Françoise Dalcy. Ça s'appelle « Il allait chanter pour moi ». Ce sont des nouvelles aux éditions d'Alimen. Et je vous assure que la couverture elle-même raconte, c'est la fragilité d'un oiseau qui se pose sur un fusil. Voilà, ça je vous le conseille vivement. Il était également de passage avec nous la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière, paysagiste, architecte justement. Lui c'est Kamel Louafi, ça s'appelle dans Paysage urbain entre Orient et Occident. C'est vrai qu'entre l'Orient et l'Occident, son âme se promène. C'est paru aux éditions Jovis, ça je vous le conseille. Une réédition, nous disait-il ici même, à partir du mois d'octobre, lors de l'organisation de la 23e édition du Salon international du livre. Je tenais à vous remercier d'être passé sur ce même plateau, hein, ma chère amie Leïla Ma'alem. Merci, c'est... Voilà, Noces en barbarie, je vous le conseille. Oui. À très bientôt, j'espère. Voilà, pour d'autres aventures livresques. Merci Karim Selgoua. D'autres expositions, d'autres approches, d'autres univers, d'autres questionnements. Il n'y a pas de vacances. Bah, nous non plus. On va essayer de travailler pour la saison prochaine. Merci beaucoup Nadia Sepri. C'est vrai que votre roman tarde à venir. Oui, parce que je devais le donner à mon éditeur depuis février. J'ai pas eu le temps, à force de bosser. C'est quoi, le cordonnier mal chaussé? Oui, le cordonnier mal chaussé. À chaque fois, je sors mon livre comme ça, sans me consacrer un moment, parce que je fais beaucoup de boulot sur la littérature algérienne, la littérature mondiale aussi. Et puis, je suis lésée par moi-même. Bah, écoutez, vous serez certainement de passage lorsque votre ouvrage... Avec plaisir. Un plaisir partagé, croyez-moi. On a eu à provoquer des débats sur la littérature, sur la peinture, sur le cinéma, sur l'architecture, sur l'urbanisme, sur la philosophie et que sais-je encore. Mais ça a été pour le grand curieux que je suis juste une approche plus humaine que culturelle. Je m'en défends à chaque fois en disant je ne suis ni spécialiste, ni critique, ni analyste, mais juste un provocateur d'idées, une courroie de transmission entre ce qui se fait, les spécialistes. Ce sont bien sûr ces agitateurs qui viennent vous inviter à aller les retrouver chaque dimanche soir ici même. Je vous tenais à vous remercier. Vous d'abord qui nous regardez, vous qui avez porté un regard très critique, mais avec une critique très constructive sur notre adresse cultureclub@untv.dz. Et par la même occasion, remercier ma petite équipe. Une équipe de par son nombre, petite de par son nombre, mais grande de par sa générosité d'âme, parce que je vous parlais d'aventure humaine, vous me permettez de remercier ma collaboratrice, donc Zakia Siamer, Amina Bouhalfa, qui est bien sûr notre script, mais également Fatiha Fares, notre responsable, qui a très souvent fait tout ce qui était en son pouvoir pour pouvoir organiser les plateaux que vous êtes venus découvrir. Et puis par la même occasion, remercier deux hommes. Mon alter ego, c'est le réalisateur Mohamed Boulis, qui pendant de longues années, donc justement, collabore avec le grand curieux que je suis, et Saïd, qui est bien sûr notre régisseur. Que pourrais-je vous souhaiter? Bon voyage, on prend le large pour mieux revenir. Et l'équipe technique, bien sûr, du Studio 1, qui fait un travail extraordinaire, grâce à laquelle vous, vous savourez tous ces débats que nous provoquons depuis de longues années, tous les dimanches soirs autour de 22 h. Je vous souhaite une bonne et douce nuit sur Canal Algérie. Nous prenons le large, je vous le disais encore une fois, pour mieux rebondir la saison prochaine, tous les dimanches bien sûr, entre 22 h et 23 h. Que la nuit vienne reposer et apaiser nos esprits. Bonnes vacances et à la semaine prochaine. Merci mesdames, merci messieurs, merci à vous.